Bien, nous voici arrivés à la 21e séance, séance dédiée au développement de la méthode de Kern. Nous arrivons donc à l'étape 8 pour laquelle je me suis permis un peu de développer, puisque en troisième année en licence 3, je vous administre les différentes corrélations utilisées pour évaluer les coefficients de transfert thermique par convection à l'intérieur et à l'extérieur du tube. Et par conséquent, j'ai voulu que cette séance réponde justement aux questions qu'on pourrait se poser en troisième année par rapport à cela. Bien, donc une fois que l'échangeur a été déterminé, c'est-à-dire sa géométrie, ainsi que le pas et la distance entre chicanes, nous allons aborder au cours de cette séance le dimensionnement thermique à proprement dit. C'est-à-dire nous allons calculer les coefficients partiels de transfert thermique qu'on appelle H1 et H2, coefficient de convection également appelé également coefficient de convection. Nous allons commencer d'abord côté tube, c'est-à-dire à l'intérieur du tube de diamètre D1, diamètre intérieur D1. Donc la procédure que nous avons vue en troisième année, je vous la résume ici, tout en haut à droite. Il faut au préalable décider de quel régime s'agit-il. Est-ce qu'il s'agit d'un écoulement laminaire ou turbulent, ou bien entre les deux, un écoulement intermédiaire, pour pouvoir savoir s'il faudrait utiliser le nombre de Reynolds ou bien le nombre de Grashof s'il s'agit de convection naturelle. Et ensuite déterminer le nombre de Prandtl, CP mu sur K, que je détaillerai un peu plus tard. Ensuite, nous choisirons la corrélation adéquate pour pouvoir mener à bien le travail qui nous attend, c'est-à-dire déterminer dans un premier temps H1. Puis, une fois que nous avons déterminé cette corrélation, nous allons remonter au coefficient de convection H1 par ce simple calcul, puisque Nusselt, c'est H fois la dimension caractéristique rapportée à la conductivité thermique du fluide. Et donc vous tirez H. Si c'est l'extérieur, nous verrons ça en détail, pas aujourd'hui ni la séance prochaine, ça serait le diamètre équivalent, que je détaillerai un peu plus tard. Sinon, si c'est comme aujourd'hui notre cas, ça serait le diamètre intérieur, c'est-à-dire 2 fois le rayon intérieur. Bien, alors, continuons si vous le voulez bien. Donc il nous faut d'abord au préalable, comme je l'ai dit, déterminer de quel régime s'agit-il, de quel régime d'écoulement s'agit-il. Pour cela, nous devons d'abord déterminer ce qu'on appelle le nombre de Reynolds, le nombre adimensionnel de Reynolds. Il a été nommé ainsi par Sommerfeld, vous comprenez tous, en hommage aux travaux initiaux de Reynolds en 1883. Donc voilà l'expression du nombre de Reynolds à l'intérieur d'un tube, c'est ρ fois la vitesse débitante multiplié par le diamètre intérieur divisé par la viscosité dynamique du fluide qui y circule. Si je vais exprimer ce nombre de Reynolds en fonction de la vitesse massique, c'est-à-dire de la densité de flux massique, ce serait ρ, c'est-à-dire G, égale à ρ1 V1. Non, ce sera G1D1 sur mu1. G1D1 sur mu1. Ensuite, nous allons maintenant donner toutes les possibilités de l'écriture du nombre de Reynolds, comme on l'a fait il y a quelques séances de cela. Nous allons exprimer le nombre de Reynolds en fonction du débit volumique Q et également en fonction du débit massique W pour être complet. Donc commençons d'abord en rouge par le débit volumique Q. Vous savez que le débit volumique, c'est égal à la vitesse débitante multipliée par la section droite. La vitesse débitante V1 fois la section droite A1. N'oubliez pas que initialement, la vitesse débitante, je l'ai nommée U pour ne pas confondre avec V. Mais comme U, il est réservé également en transfert thermique pour le coefficient global transfert de chaleur, donc j'ai dû me rabattre sur V. Et le débit massique, puisqu'on y est, on va aussi l'exprimer, c'est le débit volumique, ρ1 V1 multiplié par la section droite par passe. La section droite par passe, dans le cas où il y a plusieurs passes. Donc vous l'avez compris, ici il y a V1, donc je vais tirer V1, ce sera Q1 divisé par A1, tel que A1, c'est la section droite d'un tube,
la section droite d'un tube multiplié par le nombre total de tubes divisé par le nombre de passes côté tube. Le nombre de passes côté tube grand T. Bien, une fois que tout ceci a été fait, rapidement, je vais exprimer le nombre de Reynolds à l'aide du débit volumique dans un premier temps, puis à l'aide du débit massique dans un second temps, comme ceci. Voilà, c'était juste pour être complet, pour savoir exprimer le nombre de Reynolds dans avec les différentes grandeurs, soit avec la vitesse débitante, la vitesse moyenne, ou alors avec la vitesse massique, qu'on appelle également la densité de flux massique, ou alors en fonction du débit volumique ou du débit massique. Bien, une fois que tout ceci a été fait, nous allons maintenant aller parler un tout petit peu, mais de manière très succincte, de cette fameuse expérience de Osborne-Reynolds qui a été menée en 1883. Donc, il a réalisé une expérience mémorable de visualisation des écoulements établis. Il avait considéré donc une conduite transparente dans laquelle de l'eau s'écoulait, et il a clairement mis en évidence la différence entre l'écoulement laminaire et un second écoulement pour lequel Reynolds avait utilisé l'adjectif turbulent. L'adjectif turbulent. Bien, il a également mis en avant les principales caractéristiques d'un point de vue qualitatif évidemment de cet écoulement turbulent. Et la chose la plus importante, c'est qu'il a pu déterminer un critère de passage de l'écoulement laminaire à turbulent. Et en effet, on ne passe pas de l'écoulement laminaire à l'écoulement turbulent d'un seul trait, mais il y a un régime qu'on appelle un régime de transition ou bien un écoulement intermédiaire. Et donc il a déterminé un critère de début de transition en mettant en avant un nombre adimensionnel qui par la suite portera son nom. C'est le nombre de Reynolds, comme je l'ai dit, c'est Sommerfeld qui l'a appelé ainsi, en hommage aux travaux de Reynolds. Et si le passage de l'état laminaire à turbulent paraît étant simple, il n'est pas du tout simple. Car comme ça, quand on le voit, cette transition n'est pas aussi franche ni simple qu'on pourrait supposer. D'ailleurs, Comollet, dans les années 80, a repris l'expérience de Reynolds et a pu montrer qu'un écoulement laminaire pouvait se maintenir même au-delà de Reynolds égale à 100 000, pourvu qu'on y parvienne en augmentant progressivement le nombre de Reynolds, c'est-à-dire à des débits volumiques croissants, à un nombre de Reynolds croissant, avec une conduite parfaitement lisse, horizontale, ne présentant aucune bavure, sans qu'il y ait de vibration, et aussi avec une connexion avec le réservoir de la conduite par laquelle s'écoule ce colorant, j'ai oublié de vous dire, avec une connexion qui devait être parfaite, c'est-à-dire parfaitement profilée. D'ailleurs, je rappelle, pour le cours de mécanique des fluides parfait, nous avons considéré, pour mettre en évidence la tuyère de Venturi qui était ouverte à l'atmosphère, que celle-ci était munie dans ce qu'on appelait un pavillon profilé, pour que l'écoulement en amont du col, c'est-à-dire juste à l'entrée de la tuyère, puisse être considéré comme étant celui d'un fluide parfait, pour qu'il n'y ait pas, en d'autres termes, d'écollement des lignes de courant de la paroi. Bien, donc je l'ai dit, le passage de l'état laminaire à l'état turbulent ne se fait pas d'un seul trait, il est progressif. Alors j'ai commencé par vous parler, d'ailleurs, je vais d'abord terminer, de cette fameuse expérience qui a été menée également par Comollet. Quand, à l'inverse, il commençait par des Reynolds très importants, par exemple Reynolds égale à 100 000, puis il diminuait le nombre de Reynolds, c'est-à-dire une diminution en sens inverse du nombre de Reynolds, l'écoulement restait turbulent tant qu'on ne descendait pas en dessous de 2300, de Reynolds égale à 2300. Et c'est pour cela que la valeur Reynolds égale à 2300, ce sera la valeur que nous considérons comme étant la valeur critique du passage de l'état laminaire à un état turbulent, de l'état laminaire à un état, de l'état laminaire à un état intermédiaire.
On va encore parler de cet état intermédiaire dans quelques instants. Il y a Ozan qui a travaillé dessus, donc on le reverra. Pour l'instant, voilà ce qu'on pouvait dire. Donc voilà cette fameuse expérience qui a été menée, donc, comme je l'ai dit, en 1883, où il y avait une ampoule qui était remplie d'un liquide coloré. Cette ampoule débouchait sur une conduite transparente qui était raccordée aux parois et par laquelle s'écoulait le fluide. Il a pu donc ensuite, je reprendrai ça quand je ferai la série sur la mécanique des fluides réels, ça viendra dans quelques temps, dans un mois peut-être je la commencerai, si tout va bien. Et donc je vais m'arrêter là pour cette fameuse expérience et je vais continuer pour aller maintenant délimiter ces deux régions et la région entre les deux, c'est-à-dire la région intermédiaire. Donc à l'occasion du cours que je présente au master en mécanique des fluides réels, donc nous avons parlé de cet écoulement laminaire et turbulent et nous avons fixé ses limites, à savoir lorsqu'on est en dessous de 2300, Reynolds critique 2300, nous disons que le régime est laminaire, c'est-à-dire que même s'il y a une perturbation qui a été introduite artificiellement, elle va rapidement s'estomper et disparaître. A l'inverse, quand vous dépassez Reynolds égal à 4000, s'il y a une perturbation qui a été introduite dans l'écoulement, elle se maintient et s'amplifie et envahit tout l'écoulement en aval. Donc voici les limites, 2300, jusqu'à 2300 l'écoulement est laminaire. Entre 2300, écoutez bien, et 4000, c'est un régime de transition, bien un régime intermédiaire, un régime de transition ou bien un régime intermédiaire. Je n'utiliserai jamais, parfois on entend parler ça, un régime transitoire. Transitoire, il est réservé pour le temps, donc je n'utiliserai jamais ce terme-là, cette nomenclature. Et au-delà de 4000, l'écoulement est turbulent. Alors, comme nous l'avons dit, dans ce régime de transition, justement, on va en parler un tout petit peu, la destruction de la structure laminaire n'est pas totale. C'est-à-dire qu'en un point de l'écoulement laminaire, on pouvait voir traverser des bouffées turbulentes. En un point de l'écoulement pouvait être un point d'écoulement laminaire. Hein. Vous voyez des bouffées turbulentes qui traversaient ce point par intermittence. Le terme bouffée a été introduit par Yuri Molodov. C'est pour ça que j'utilise le même qualificatif. Et comme j'ai dit, cette région de transition va de 2300 jusqu'à 4000 pour le cas d'une conduite cylindrique à section droite circulaire. Évidemment, si vous avez entre deux plans, ce n'est pas du tout les mêmes valeurs que vous aurez. Cobollet en parle, je crois, dans son ouvrage, il dit que, par exemple, entre deux plans parallèles, si mes souvenirs sont bons, la transition laminaire et turbulent se fait à Reynolds critique égale à 1400 ou bien 1500, si je ne me trompe pas. Bien, continuons. Donc nous avons dit, voici les trois régions, ou bien les trois gammes dans lesquelles le nombre de Reynolds variait. Nous avons défini l'écoulement, le régime laminaire et le régime turbulent, et entre les deux, il y avait un régime de transition très mal connu, qu'on appelait un régime de transition. Rapidement, vous allez voir, quand je vais présenter les corrélations qui vont arriver, je vais parler des trois cas. Les corrélations, je commencerai par le plus important en régime turbulent, en régime laminaire et également en régime de transition. Et pourquoi je fais ça? En fait, c'est juste, comme je vous l'ai dit, pour pouvoir être complet par rapport aux coefficients de convection. Mais dans la réalité, si vous aviez un dimensionnement à faire dans le cas du sizing, c'est-à-dire les changeurs n'existent pas, il faudrait faire tout son possible pour se placer dans le cas d'un écoulement turbulent. En d'autres termes, si vous faites vos calculs et que vous vous apercevez que l'écoulement est laminaire ou bien de transition, vous allez devoir fragmenter, c'est-à-dire augmenter le nombre de passes côté tube pour augmenter les vitesses débitantes de manière à tomber sur un écoulement turbulent. À moins que l'échangeur de chaleur existe, c'est-à-dire il a déjà été commandé, c'est ce qu'on avait appelé le rating, vous devez toujours favoriser l'écoulement turbulent, puisque nous avons dit que grâce à un écoulement turbulent, les échanges étaient meilleurs. Bien, continuons. Je vais juste parler de ce 4000. Molodov et Komollet utilisent 4000, enfin, considèrent 4000
de 2300 à 4000, le régime de transition y est. Or, dans la littérature, vous allez voir que si tout le monde est d'accord par rapport à 2300, 2300, 2200, 2000, 2500, en fait, pour la région de transition, c'est-à-dire à partir de quel moment, de quelle Reynolds la turbulence commençait, eh bien, il y a une grande divergence. Ça va de 4000 jusqu'à 10 000. Et donc, pour 10 000 d'ailleurs, pourquoi ils prennent 10 000? C'est pour dire que l'écoulement est turbulent établi. C'est-à-dire la turbulence envahit toute la conduite. Et par conséquent, puisque tous les thermiciens privilégient ce 10 000, nous allons considérer dans ce qui va venir, pour la limite de l'écoulement laminaire 2300, en revanche, on considérera que la turbulence apparaît à partir de Reynolds égale à 10 000, 10 puissance 4. Bien voilà, une fois que cette petite remarque a été faite, nous allons à présent nous intéresser à quoi ça sert tout ceci. Ben, alors on y va. La question qu'on pose est comment maintenant obtient-on H1, le coefficient de convection transfert thermique partiel côté tube, H1. Bien. Eh bien, rappelez-vous aussi en troisième année, on avait parlé d'un certain théorème, on l'appelait le théorème de Buckingham ou bien Pi-théorème. Nous l'avons appliqué à un problème de convection forcée lors d'un écoulement établi d'un point de vue thermique et hydrodynamique, avec un fluide dont les propriétés physiques restaient uniformes. Et on avait fait apparaître à l'occasion de ce cours 3 groupements adimensionnels, ou bien des nombres sans dimension, que nous avons appelés, rappelez-vous à l'époque, le nombre de Nusselt, le nombre de Reynolds, le nombre de Prandtl, ou bien Prandtl. Il y avait également, pas un nombre, mais un rapport de longueur, que je présenterai dans un instant. Et donc, comment obtient-on H1? D'abord par voie empirique, c'est ce qu'on va voir strictement dans ce cours, ou bien lorsque vous avez une expérimentation à mener, ce sera une région test pour laquelle vous calculez la chaleur échangée et qui serait égale à ce qui va être évacué par cette conduite si c'est un refroidissement ou bien reçu si c'est un chauffage. Et donc, vous pouvez également l'avoir par ce bilan énergétique appliqué à la section test, ou alors il s'agira de résoudre les équations de la mécanique des fluides, les équations de l'impulsion et l'équation de l'énergie pour trouver les distributions des vitesses et des températures pour accéder au nombre Nusselt qui va être égal à un gradient pariétal de température multiplié par quelque chose pour que ça puisse être sans dimension. Comme je l'ai dit pour ce qui est de notre cas, nous allons nous limiter à l'obtention de H par voie empirique. Et dans ce cas, nous avons 2 possibilités. D'abord, la première, ça va être celle que je vais faire aujourd'hui, sur 2 séances, celle-ci et la prochaine. Ce sera d'abord présenter toutes les corrélations du nombre Nusselt pour pouvoir accéder au H1, à H1, pour pouvoir avoir H1. Mais il y a également une autre méthode que je présenterai, elle se base sur le facteur de Colburn, très puissante parce qu'elle nous permet de nous affranchir un peu de quel type d'écoulement il s'agit. C'est une courbe qui va de l'écoulement laminaire jusqu'à l'écoulement turbulent et que je présenterai dans quelques séances. Pour l'instant, commençons un peu ce travail qui nous attend. Donc nous avons dit que pour pouvoir obtenir empiriquement H1, le coefficient de convection à l'intérieur du tube, il nous faut passer par le théorème de Buckingham. On l'appelle également, comme j'ai dit, le Pi-théorème. Et à l'aide de cela, je vais juste vous montrer les diapos qu'on avait vus à l'occasion de l'année dernière. Et voici, nous identifions les différentes grandeurs dont dépendait le coefficient H1. Elles sont là, elles sont en nombre de 8. Et nous avons aussi, à partir de là, déterminé quelles étaient les dimensions, c'est-à-dire les MLT-θ, les masses, longueur, temps et température. J'utilise θ majuscule pour température pour ne pas confondre avec θ minuscule. Et en fait, le théorème, c'est tout simplement dire, c'est n-m, il existe n-m groupements adimensionnels qui sont les suivants, pi1, pi2, pi3 et pi4. Et en fait, il y a une relation entre pi1, entre les différents pi.
comme ceci. Et donc, je vous avais aussi montré comment est-ce qu'on pouvait déterminer pi1, pi2, pi3 et pi4. Là, je vous montre simplement comment est-ce qu'on peut déterminer pi1 et pi2. Ça nous avait donné le nombre adimensionnel de Reynolds et le nombre adimensionnel de Prandtl. Comme je l'ai dit, Prandtl, c'est quoi? C'est Cp mu sur K. C'est quoi, en fait? Vous voyez, c'est Prandtl moins 1. C'est Cp mu sur K. Il dépend de quoi, ce nombre de Prandtl? Il dépend du fluide considéré. Chaque fluide a son nombre de Prandtl. Par exemple, pour l'eau, le nombre de Prandtl est à peu près à 20 degrés égal à 7, tandis que pour l'air, c'est 0,6907. Donc vous voyez la différence entre les deux. Donc j'ai dit, le nombre de Prandtl dépend du fluide considéré, mais il dépend également de la température et de la pression, mais beaucoup plus de la température, puisque les propriétés physiques sont sensibles à la température, et en particulier la viscosité dynamique. Là, le nombre de Reynolds, je vais juste le commenter succinctement, c'est le rapport des forces d'inertie sur les forces de frottement visqueux. Et voilà, donc je continue. Donc chaque régime lui correspond en fait à un coefficient de transfert thermique H1. Donc en régime laminaire, turbulent et intermédiaire, vous aurez à chaque fois un H qui leur correspond. Tel que le CELT, c'est une constante, Reynolds à la puissance P, Prandtl à la puissance Q, et un rapport de viscosité que je rajoute ici, qui n'est pas là, pour traduire les variations des propriétés physiques en fonction de la température à la puissance R. En fait, cette proposition, telle que je vous la présente ici, on appelle ça déjà un modèle de puissance. Il a été introduit pour la première fois en 1915 par Nusselt, qui a suggéré cette forme pour corréler donc le nombre de Nusselt. Les noms des groupements n'étaient pas encore établis. C'est Colburn, plus tard en 1933, qui les appellera. Le nombre de Stanton, le nombre de Nusselt, le nombre de Reynolds et le nombre de Prandtl. Donc au début, c'était des groupements avec des puissances comme ceci, où il fallait extraire ensuite le H. Voilà. Et donc maintenant, on va aller un peu commencer, une fois que j'ai présenté ce théorème de Waage-Buckingham que je viens de présenter, nous allons trouver sous forme d'équations type puissance les différentes corrélations qui nous rendent compte du nombre de Nusselt. Je commencerai bien sûr, vous l'avez compris, par le plus important, le régime plus important dans lequel il faut se placer impérativement, c'est le régime de l'écoulement turbulent. Donc je commencerai par l'écoulement turbulent. Alors j'ai oublié de vous dire, oui, ce qu'il est par rapport à son nombre adimensionnel, le pi4, je crois que c'est en remarque ici. Voilà, vous la voyez. J'en reparlerai quand je présenterai les longueurs d'entrée. Donc gardez en tête ceci. Donc je continue. Donc j'ai dit, je commence à présenter maintenant les corrélations de l'écoulement turbulent sous cette forme classique qui est des corrélations de type puissance, c'est-à-dire les Reynolds et le nombre de Prandtl seront à la puissance n et q que je présente. Alors voilà, je commence par présenter d'abord les travaux initiaux qui ont concerné la détermination des coefficients de convection. Je commencerai par les plus importants. Je ne vais pas commencer par les travaux de Nusselt eux-mêmes, qui sont très anciens, du début du siècle dernier. Mais je vais commencer par mettre en évidence d'abord la relation de Dittus et Bolter. Donc il s'agira d'établir des corrélations pour toujours des tubes longs et lisses. La surface interne est lisse. Nous supposons que toujours les propriétés physiques sont uniformes et sont évaluées à la température moyenne du fluide. Alors, je commence donc par la première relation. Donc ça a été fait. Je présente ici une toute première relation avec une puissance 0,9. Généralement 0,9 sont utilisés, la puissance Reynolds à la puissance 0,9, c'est pour les fluides organiques, les liquides organiques. Mais donc voilà, les premiers résultats expérimentaux ont été
fourni par Morris et Whitman, ce même Whitman qui est à la base avec Lewis de la théorie du double film. Alors nous continuons, faite en 23 je pense, si mes souvenirs sont bons. Donc voici la première relation, très importante que vous devez garder en tête, c'est celle de Dittus et Boelter en 1930. La voici, elle correspond donc, quand on la voit, elle paraît être bon, très simple, 0,023, Reynolds à la puissance 0,8, Prandtl à la puissance n, quand il s'agira d'un chauffage 0,4, n égale à 0,4, quand il s'agira d'un refroidissement, c'est-à-dire la température du fluide est supérieure à la température de la paroi, il faudra prendre 0,3 et non pas 0,4. Là voici donc la corrélation, voici ses conditions d'applicabilité. Vous devez l'appliquer pour les faibles variations de température telles que les propriétés physiques restent à peu près constantes. Je parle de μ évidemment. Elle va de 2500 jusqu'à 10 puissance 5 pour le nombre de Reynolds et Prandtl va de 0,6 jusqu'à 120. Dans d'autres références, vous trouverez jusqu'à 160. Et il faut dépasser une longueur L sur D de 10 L sur D, la longueur de la conduite, une longueur sur D supérieure à 10 fois. C'est-à-dire la longueur doit être au moins 10 fois le diamètre intérieur. Et ceci pour s'assurer que l'écoulement est établi d'un point de vue hydrodynamique, c'est-à-dire le profil de vitesse ne varie plus. Bien, je continue. Je présente à présent une très belle corrélation, c'est celle de Colburn. Celui qui la voit comme ça, il se dit, bon sang, c'est la même que celle de Dittus, c'est exactement la même. Il y a juste le Prandtl où la puissance elle est égale à un tiers. Et donc, en fait, même si les deux équations sont presque les mêmes, elles sont similaires. La différence, il faut noter que Dittus, la relation de Dittus a été obtenue en corrélant les données expérimentales, tandis que la corrélation de Colburn a été obtenue par une approche théorique, à l'aide, on va le voir dans un instant, de l'analogie de Chilton-Colburn. Et donc, les deux coefficients sont les mêmes. Pour le Reynolds, j'ai oublié de vous dire aussi, c'est Dittus et Boelter les premiers qui proposent de mettre le nombre de Reynolds à la puissance 0,8. À la puissance 0,8, c'est-à-dire 4/5 à la puissance 0,8. Nous verrons qu'avec Colburn, à l'aide de l'analogie de Chilton-Colburn, eh bien, nous tombons exactement sur la même puissance, c'est-à-dire 0,8. Alors, qu'est-ce qu'on pourra aussi dire? Ben, les propriétés physiques pour Dittus et Boelter sont calculées à la température moyenne, on l'appelle également dans la nomenclature anglo-saxonne bulk temperature. Tandis que pour la corrélation de Colburn, la viscosité dynamique, qui intervient aussi bien dans le nombre de Prandtl de dénominateur que dans le nombre de Reynolds dans le dénominateur et le nombre de Prandtl au niveau du numérateur, CP mu au numéro du numérateur, eh bien, le mu est déterminé à la température du film, TF. On va voir que ça va nous poser un petit problème, donc je vais revenir dans un instant. La relation de Colburn a été vérifiée en fait pour différents types de fluides, par exemple pour l'eau, l'air, l'acétone, le benzène, le kérosène et l'alcool également. Alors, on va maintenant passer alors avant cela, je parlerai de... En fait, dans la relation de Dittus et Boelter, c'est ce que je voudrais vous dire. Initialement, ce ne sont pas ces constantes qui ont été établies. Mais je le dirai dans une autre diapo parce que j'ai préparé justement la référence à laquelle il faudrait, sur laquelle il faudrait travailler pour pouvoir comprendre ce qui s'est passé. Mais en fait, c'était d'autres constantes qui ont été proposées par Dittus et Boelter. Puis McAdams est venu et a proposé autre chose, c'est-à-dire 0,023. En fait, ce que vous voyez ici, ce n'est pas exactement ce qu'a proposé Dittus et Boelter en 1930.
C'est plus tard Colburn en 1900, c'est McAdams en 1933 qui, lorsqu'il a pris tout ce qui était présent comme travaux, avait émis, d'abord, pas émis, mais dit que c'est la relation de Dittus et Bolter qui était euh, la plus juste, on va dire, mais il l'avait présenté non pas avec 00, comme on va voir 0024 et 0026, mais plutôt avec 0023. Donc on va voir ça dans un instant, mais auparavant, on va un peu détailler cette relation de Colburn et voir un peu son point faible et comment est-ce qu'elle a été obtenue. Donc je commence. Donc elle se base, comme je l'ai dit ici, sur l'analogie de Chilton-Colburn. Et en fait, il y a plusieurs analogies. Nous verrons aujourd'hui 4 d'entre elles. La plus simple, c'est l'analogie de Reynolds. Première analogie, c'est celle de Reynolds. Il y a aussi celle qu'on va voir aujourd'hui, l'analogie de Chilton et Colburn, mais il y a également d'autres, on verra dans quelques instants, celle de Prant et celle de Von Karman. Alors commençons. Dans les ouvrages, vous trouverez ça. Pour trouver la solution, on vous dira Nusselt égale à 0,125 fois lambda majuscule, Reynolds fois Prant à la puissance 1 tiers. Le lambda, c'est le coefficient de perte de charge linéaire. On l'appelle également le facteur de Darcy. C'est le facteur de Darcy. Et vous avez lambda qui est égal à, donc c'est le coefficient de perte de charge linéaire. Dans la nomenclature russe, il est noté xi. Donc lambda, c'est 0,184. Reynolds à la puissance moins 1 cinquième. C'est la relation de Blasius, je ferai une petite parenthèse pour cela. Émise en 1913. Quand je fais tout le travail, c'est-à-dire je multiplie 0,184 par 0,125, ça me donne 0,023. Reynolds à la puissance 1 moins 1 cinquième, ça fait 5 moins 1, ça me fait 4 cinquièmes, c'est bien 0,8. Et j'ai 30 à la puissance 1 tiers. Donc voilà. Donc, comme je l'ai dit également, la viscosité est déterminée pour le modèle de Colburn à la température du film. La température du film, définie comme ceci. Et donc on le voit, puisque la température de la paroi n'est pas connue, ce qui fait que l'usage de la relation de Colburn va être difficile, puisque pour pouvoir remonter à la température du film, ça pourra se faire qu'à partir d'un calcul itératif, puisque je n'ai pas la température de la paroi, la température pariétale de la paroi. Donc elle n'est pas aussi simple que celle de Dittus et Bolter. Continuons. Alors, avant cela, j'avais dit que l'une des premières études à apporter une amélioration considérable dans la prédiction de transfert, c'était celle de Colburn, mais elle avait son point faible. C'est le premier, comme j'ai dit, à avoir mis en évidence, ou bien à avoir nommé les nombres sans dimension tels que Stanton, Prant, Nusselt, pour réduire le nombre de variables, pour pouvoir accéder à H. Et c'est le premier aussi à avoir déterminé la viscosité dynamique à la température du film parce qu'il savait qu'il y avait une différence entre l'écoulement pariétal, les couches fluides pariétales avaient une certaine température et donc une viscosité moindre, quand c'est un liquide évidemment, en comparaison avec l'écoulement moyen, qui lui était à une température supérieure s'il s'agit évidemment du cas d'un chauffage. Plus tard, on va voir que Seider et Tate ont proposé une relation en 36 qui va justement tenir compte de cette variation de la viscosité dynamique que je présenterai dans un instant. Alors, continuons. Donc, allons vers cette relation de Seider et Tate que je présente là maintenant. Voici la belle relation de Seider et Tate que je vous demande toujours de garder en tête. Enfin, je vais vous montrer ce qu'il faut garder en tête. Elle est applicable en régime turbulent. Pour des prentes, regardez bien, qui varient entre 0,6 jusqu'à 17 600, parfois j'ai trouvé l'inverse 16 700. Et L sur D1 supérieur ou égal à 10, parfois vous trouverez 60. C'est pour vous dire que dans la littérature, il y a beaucoup de choses à dire. Bien. Donc nous avons dit que cette relation était applicable
soit dans le cas où la température de la paroi est supérieure à celle du fluide, il s'agira d'un chauffage, ou la température de la paroi est inférieure à celle du fluide, donc il s'agira d'un refroidissement. Quand il y a des grandes variations de température, ou lors du chauffage des gaz, lors des chauffages des gaz. Dans ce cas, le transfert thermique y est réduit. En effet, si pour les liquides, augmenter la température implique une diminution de la viscosité dynamique, pour les gaz, c'est l'inverse. Quand j'augmente la température, la viscosité dynamique augmente aussi. Ce qui fait qu'il y a une relation entre les viscosités et la température. Elle s'écrira, c'est une relation en puissance T, T moyenne sur T parois à la puissance N. Donc le rapport des températures il est inférieur à 1. Le rapport des températures étant inférieur à 1, donc, qu'est-ce que je suis en train de dire? Bon voilà, c'était juste pour vous dire que pour le cas des gaz, on mettrait un rapport de température. Évidemment, lorsqu'il s'agira d'un refroidissement, il n'y a pas ce facteur de correction. Quand il y a un refroidissement, le N ici, la puissance N serait égale à 0, ce qui fait que ça serait égal à 1. Donc il n'y a pas de correction à effectuer lorsqu'il s'agira d'un refroidissement d'un gaz, hein, pas un liquide. Les liquides, non. Les liquides, vous utilisez ça, mais pour un gaz, lors de son refroidissement, vous n'utiliserez pas ça. Alors, donc voilà un peu les corrélations que nous avons présentées ici. Voilà ce qu'on pouvait dire. Nous avons la toute première relation, celle de Dittus, celle de Colburn et celle de Seider-Tate. Nous allons maintenant revenir un tout petit peu en arrière, je crois, pour pouvoir discuter de cette fameuse analogie de Chilton-Colburn. Comment est-ce qu'on fait à partir de cette analogie? Comment est-ce qu'elle est faite? Qu'est-ce qu'elle traduit? Pourquoi on dit analogie? C'est ce qui va être présenté dans la diapo juste après. Alors je commence. Alors la loi de Colburn s'appuie sur l'analogie de base, celle de Reynolds. Mais c'est quoi l'analogie de Reynolds en fait? C'est une analogie qui a été donc mise en évidence par Reynolds, qui dit qu'il y a une étroite analogie entre les deux modes de transfert, c'est-à-dire de quantité de mouvement et de chaleur, mais également de masse. Donc il y a une analogie entre les trois modes de transfert de quantité de mouvement, de chaleur et de masse. Elle s'écrit comment? La voici. Donc voici un jeu de Reynolds. Comment est-ce qu'elle s'écrit? Donc le coefficient de perte de charge linéaire, lambda sur 8, c'est égal à Nusselt divisé par Reynolds-Prandtl, en d'autres termes divisé par Peclet thermique. Tout ce groupe adimensionnel est appelé le nombre de Stanton, ou alors parfois vous trouverez également le nombre de Margulis, un masse. Donc voilà un peu ce qu'est l'analogie de Reynolds. Malheureusement, elle n'est valable que pour des nombres de Prandtl très faibles, voisins de 1. Voisins de 1. Ceci est donc vrai pour les gaz pour lesquels le nombre de Schmitt et de Prandtl varie globalement entre 0,3 et 3. Les nombres de Prandtl et de Schmitt varient. Parce que, en fait, je n'ai pas terminé. D'un point de vue massif, vous aurez Sherwood sur Reynolds-Schmitt. Sherwood, le nombre de Sherwood, divisé par Reynolds-Schmitt. Donc, puisqu'on s'intéresse strictement qu'au transfert de masse, je n'ai pas voulu la mettre pour ne pas encombrer la diapositive et nos esprits. Donc maintenant, quand le nombre de Prandtl est différent de 1, en l'occurrence dans le cas des liquides, comme je l'avais dit, pour l'eau, par exemple, le nombre de Prandtl est égal à peu près à 7, comment fait-on? On doit abandonner cette analogie, mais elle nous servira de base pour une seconde analogie, qui est celle de Chilton-Colburn, et pour laquelle il présente ceci. Donc il va choisir, il multiplie, on l'appelle également l'analogie de Chilton-Colburn, l'analogie de Reynolds modifiée. C'est l'analogie de Reynolds qui a été modifiée en la multipliant par le nombre de Prandtl à la puissance n. Et Chilton et Colburn plutôt choisit 2 tiers. Colburn va choisir n égale à 2 tiers. N égale à 2 tiers. Bien. Ce choix de 2 tiers, en fait, il avait recensé les travaux de son époque et il avait vu que, en fait, ça dépendait, c'est mis ici,
Prandtl variait entre l'exposant, hein, entre 0,6 et 0,7. Il avait proposé les 2 tiers, c'est-à-dire à peu près la moyenne arithmétique, 0,65, à peu près 0,65, mais il n'offre aucune base théorique pour expliquer ce choix. Sauf que peut-être ça correspondrait à une moyenne arithmétique. Toujours est-il, voici donc l'analogie de Chilton-Colbert qui est présentée ici. Et par conséquent, maintenant, je vais la mettre en œuvre pour pouvoir retrouver la relation de Chilton-Colbert 0,023, Reynolds à la puissance 0,8, Prandtl à la puissance 1 tiers. Je vais maintenant la faire. Donc voilà, regardez bien s'il vous plaît. Ici, 1 moins 2 tiers, ça me donne bien 1 tiers. Donc j'ai retrouvé le 1 tiers pour le nombre de Prandtl. Je continue. Donc je vais essayer de retrouver ce résultat à présent, parce que tout à l'heure je ne vous l'avais pas racheté, maintenant je vais y aller dans le détail, pour vous montrer au moins une fois comment ce qu'on fait. Donc commençons. Voici l'analogie de Reynolds, celle de Prandtl pour tenir compte des variations du nombre de... Pardon, celle de Chilton-Colbert, mais plutôt appelée celle de Colbert pour tenir compte des variations du nombre de Prandtl. Et j'utilise... Donc, j'extrais Nusselt. Nusselt sera lambda sur 8 multiplié par Reynolds Prandtl. La voici, une fois que j'ai fait ce travail-là. 1 moins 2 tiers. Ça me donne ça. 1 tiers, comme on l'a vu tout à l'heure. Voici l'origine du 0,25, c'est 1 sur 8. 1 sur 8, ça me donne 0,125. C'est la relation de Blasius établie en 1913. La voici. Et donc à partir de là, comme je vous l'ai dit, on retrouve cette fameuse relation qui ressemble beaucoup, comme je l'ai dit, à la relation de Dittus et Bolter de 1930. Alors je vais faire juste une petite remarque à propos de cette relation de Blasius, parce que tout le monde connaît la relation de Blasius, ce n'est pas celle-là. Tout le monde retient 0,316 sur Reynolds à la puissance 1 quart. Et ce n'est pas donc ce coefficient ni cette puissance. Donc, que s'est-il passé? En fait, voici ce qu'il faut garder. La relation de Blasius est très bonne tant qu'on ne dépasse pas 10 puissance 6. Si vous dépassez 2 10 puissance 6, l'erreur devient infernale, 22%, presque 23%. Par conséquent, vous comprenez que son utilisation doit être limitée à 10 puissance 6. Et il est suggéré de réécrire Blasius comme ceci. Tant que vous êtes en dessous de 10 puissance 4 de 20 000, c'est la relation de Blasius que vous connaissez pour le tube lisse. Autrement, le tube lisse long, autrement, si vous êtes entre 2 10 4 jusqu'à 2 10 6, là voici, c'est ça que je vais utiliser ici. Alors voilà ce qui se passe dans la littérature. Alors je vais faire une pause ici pour vous montrer un peu le problème que j'ai eu à mettre ici relation de Blasius ou bien celle de McAdams. Je vais vous expliquer ce qui s'est passé pour que... alors, il va. Regardez bien. Donc j'ai un souci pour savoir quelle est cette relation. Elle a été établie en 1813 par Blasius ou par McAdams, comme c'est stipulé dans certains ouvrages, bien que McAdams, l'année où elle est donnée, c'est 54, alors que, parce qu'elle est, comment est-ce qu'il s'appelle, Colburn, c'est 1933. Alors je vais vous montrer un peu rapidement pour que vous voyez. Non, ça c'est pour tout à l'heure. Alors vous voyez ici, dans les différentes publications que j'ai pu regrouper, on voit bien The Blasius Equation. Voici les deux formes, c'est que j'ai donné. Regardez maintenant un autre ouvrage, qu'est-ce qu'il dit pour 0,184, Reynolds à la puissance 1/5. Il l'appelle McAdams, la relation de McAdams. Regardez encore dans un autre ouvrage, elle est appelée également McAdams, 0,184, Reynolds à la puissance 0,2. Exactement comme celle-là, où ici il y avait McAdams. Regardez maintenant une troisième, où cette fois-ci, toujours 0,2, 1/5,
0,184, mais elle est attribuée à Blasius, 1915. Et regardez maintenant une autre référence dans laquelle, vous avez ici un autre article, où, là voici, cette fois-ci, on l'attribue à Moody. Et en 44, en 1944. On continue, regardez ici, carrément McAdams, 1954, comme je vous l'avais dit. 54, elle avait déjà été trouvée en 33, c'est pas possible. Et donc on voit bien qu'il y avait, ici c'est dit Blasius correlations, au pluriel, donc les deux corrélations de Blasius, ils font référence à un auteur, Fang, en 2011. Et enfin, dans cette référence, regardez bien cet ouvrage, où est-ce qu'elle est? Oui, là voici la première. Alors je vais vous expliquer pourquoi il n'y a pas le 0,184, c'est 0,079,1. Mais c'est celle-là, il l'attribue à Blasius 49. Quand on va voir 49, j'ai mis une capture ici. 49, on voit bien que c'est Blasius 1913. En fait, ce que je ne vous ai pas dit, je vais revenir à mon cours, c'est que j'ai parlé du coefficient de paire de charges linéaire, le coefficient de Darcy. Il y a également le facteur de frottement, de fanning. Il y a une relation entre eux. Lambda majuscule, c'est égal à 4F. Ce qui fait que partout, il peut y avoir une confusion. Il faut juste savoir de quoi vous parlez. Est-ce que vous parlez du coefficient de paire de charges linéaire lambda majuscule, ou alors vous parlez du facteur de frottement de Fanning. F, c'est taux 0, la contrainte pariétale, la contrainte de cisaillement à la paroi, divisée par la pression dynamique, 1/2 de ρ U2. Donc je continue, c'était juste pour vous faire une parenthèse pour vous dire que moi je l'appelle la relation de Blasius. Elle a peut-être été citée par McAdams en 1954, mais en toute logique, en 1933, McAdams ne pouvait pas l'avoir trouvé le premier. Bien, voilà. Donc je continue. On va voir maintenant d'autres analogies parce que je vais préparer le terrain pour les nouvelles relations empiriques qui arrivent. Donc nous avons en fait d'autres analogies, beaucoup plus pointues, beaucoup plus précises. Je vais parler aujourd'hui de deux autres analogies, de manière très superficielle évidemment. L'analogie de Prandtl et celle de von Karman. L'analogie de Prandtl et celle de von Karman. Alors je continue. Donc nous allons maintenant revenir. Oui, à l'aide de ces relations, globalement, qu'est-ce qu'elles disent? Nous corrigeons l'analogie première, celle de Reynolds, en la multipliant non pas par Prandtl, mais par une fonction de Reynolds et Prandtl. Par une fonction de Reynolds et Prandtl. Lorsqu'il s'agira de l'analogie de Reynolds, cette fonction sera égale à 1. Lorsqu'il s'agira d'analogie de Colburn, ce sera égal à Prandtl à la puissance 2 tiers. Et lorsqu'il s'agira de Prandtl ou de von Karman, on va voir ça dans un instant, pas tout de suite. On va d'abord continuer le développement de ces corrélations valables en écoulement turbulent. Et comme je vous l'ai dit, je vais m'arrêter un tout petit peu sur la relation, je vais revenir plutôt en arrière sur la relation de Dietus et Bolter. Comme je l'avais dit, je ne sais pas si je l'ai dit, mais ces derniers avaient comparé leurs résultats aux résultats expérimentaux de McAdams et Frost en 1922, mais également ceux que je vous avais cités, ceux de Morris et de Whitman en 1928. Il s'est alors avéré qu'il fallait impérativement séparer les données en deux catégories. Celles qui vont correspondre au chauffage et les autres qui correspondent au refroidissement. De là sont nées deux corrélations, pas celle-là, pas du tout celle-là. Une première valable en chauffage où vous n'avez pas le 0,023, mais vous avez le 0,0243, 243, avec Prandtl à la puissance 0,4. Et vous avez aussi une deuxième corrélation avec 0,026,5, pour laquelle n était égal à 0,3.
n était égal à 0,3. Et donc, plus tard, ces deux équations ont été révisées et McAdams l'a présenté avec un nouveau coefficient, c'était 0,023. Là, ce que vous voyez ici, c'est une proposition de McAdams, parce que les équations originelles, ce n'est pas celle-là. Il y a deux équations, une valable en chauffage, l'autre en refroidissement, avec deux constantes différentes, 0,024 et 0,024,3, 0,026,5. Voilà, c'était un peu ce que je voulais un peu corriger. Et donc, c'était McAdams qui, dans son ouvrage, que je présenterai peut-être, je ne sais pas si ça va être fait, dans son ouvrage, a corrigé cette équation et l'a présentée sous cette forme-là et a dit que c'était l'une des plus précises de son époque. Une deuxième chose que je voulais signaler, c'est la relation de Seider et Tate, et pour laquelle je n'ai pas mis les valeurs de la constante, elles sont là. Et ça, c'est une proposition que j'ai trouvée. C'est quoi ça? Oui. Oui. Toute la discussion à propos de l'origine de la relation de Dittus, elle est faite dans un ouvrage, enfin plutôt dans une publication de 98, faite par Winterton, qui est ici. Allez, téléchargement simple. La voici. Donc vous l'avez ici, c'est une question qu'il pose. D'où vient l'équation de Dittus et Bolter, son origine. Donc vous verrez, après une discussion assez intéressante, ce qu'il en est et qu'est-ce qu'il conclut. C'est un simple papier, très simple à lire, donc vous pouvez le consulter si vous le désirez. Bien, continuons. Donc nous allons maintenant revenir un tout petit peu, après avoir parlé de l'origine de la relation de Dittus et Bolter, nous allons parler un peu de celle de Seider et Tate qui est très largement utilisée, comme il va apparaître dans un instant. Donc le C-note, c'est lui qui préconise ces valeurs. Et moi je vous demande dans mon cours, et pour vos examens, de retenir ces deux-là. 0,023 pour les liquides et 0,027, je vous disais, pour les gaz. Pardon, c'est l'inverse. Je disais 0,023 pour les gaz et 0,027 pour les liquides. Donc voici ce que propose le C-note dans son ouvrage. Il dit, quant à lui, pour les gaz, c'est 0,021. Pour les liquides, il distingue. D'abord, il y a les liquides non visqueux, donc très peu visqueux, tels que l'eau par exemple, c'est 0,023. Tandis que pour les liquides très visqueux, il utilise 0,027. Voilà un peu ce qu'il y a. Il y a aussi une relation qui va être proposée en 1931 par Nusselt lui-même, où il demande de prendre en compte les effets d'entrée. Les effets d'entrée en multipliant sa relation par, comme je vous l'avais dit, D sur L à la puissance 0,055. Puisque toutes les précédentes relations, à part celle que j'ai montrée par le doigt, je ne me rappelle pas l'avoir fait, elles se basent sur un écoulement turbulent établi d'un point de vue hydrodynamique. C'est-à-dire que le profil de vitesse ne se déforme plus. Il a atteint sa forme finale. Il ne continue pas à se développer. Vous avez atteint le développement total du profil de vitesse. En d'autres termes, mathématiquement, la dérivée de la vitesse axiale par rapport à la direction de l'écoulement, c'est-à-dire x, si vous avez appelé ça x, égale à 0. Bien, continuons. Alors oui, maintenant, on va appeler ça les corrélations de la nouvelle génération, un peu plus précises que les précédentes. Je ne l'ai pas dit, mais ça va être fait maintenant, oui. Nous allons voir globalement deux corrélations. Celle de Petukov, je suis sûr que je suis en train d'écorcher ces noms. D'abord la première, faite en 1970, je vais faire une petite remarque par rapport à la date. Elle suppose un écoulement turbulent établi d'un point de vue hydrodynamique, c'est-à-dire il n'y a pas d'effet d'entrée, il n'y a pas le fameux L1 sur D, pardon, D1 sur L. Cet écoulement a lieu dans une conduite cylindrique à section droite circulaire et pour laquelle la densité de flux de chaleur est uniforme. Ce n'est pas une conduite à parois
à température de la paroi constante et uniforme. Donc voici la relation de Petukov et Kirloff. La voici. Elle est différente des précédentes, comme vous le voyez. Ce n'est plus une équation de type puissance qui est présentée. C'est complètement différent. Mais simplement, on reconnaît un tout petit peu quelque chose qui nous est apparu il n'y a pas longtemps, avec la diapo d'avant. Nusselt égale à quoi? Lambda sur 8 multiplié par Reynolds se prend. On reconnaît un peu les analogies, pas celles de Chilton et Colburn, pas celle de Reynolds, mais ça doit être une autre. Mais quelle est-elle? On va la voir dans un instant. Donc voilà, nous avons maintenant ici une nouvelle classe de corrélation, dite de nouvelle génération, beaucoup plus précise que les précédentes, puisqu'on va le voir, elles prennent en considération ce qui se déroule près de la paroi et juste à côté. Donc je commence par cette fameuse relation de Petukov que vous le présentez ici. Alors oui, comme pour Blasius, la relation pour la paire de charge, coefficient de paire de charge, eh bien, j'ai oublié de vous dire, voici la première équation de Petukov, celle relative au coefficient de paire de charge linéaire, coefficient de Darcy. Et vous avez la seconde équation de Petukov, la voici. Donc pour pouvoir établir celle-là, Petukov s'est basé sur ce lambda. Pardon, pour pouvoir déterminer une Nusselt, vous devez vous baser sur ce lambda. Alors je continue. Dans la littérature, voici ce que vous allez trouver. Vous allez trouver une deuxième équation qu'on appelle l'équation de Filonenko en 1954, qui est sous cette forme-là. Elle ne diffère pas beaucoup de la première, c'est vrai. C'est 1,64 et 1,50. Mais elle a tout le problème, il est là. Donc on va un peu faire, comme pour celle-là, une petite pause pour vous montrer à quel point ça a été ardu pour pouvoir trouver de quoi s'agit-il. Et qu'en fait, j'avais tranché, sans être sûr de moi, je vais vous présenter ça. Donc pas ici, ici. Donc je vais commencer par vous montrer comment est-ce qu'elle est appelée, cette relation, où vous avez, regardez bien ici, la relation, elle est appelée ici Filonenko, 1,64, 1,64. J'ai oublié de vous dire, je ne sais pas si je l'ai dit ou pas, mais n'oubliez pas qu'il y a, je ne l'ai pas encore dit, je pense. Ce sera dit où? Ici. Pour passer du log népérien au log décimal, il y a le 2,3. Donc ne vous inquiétez pas quand vous ne trouvez pas 1,81, vous trouvez à la place 0,79. Hein. C'est ce que je voulais vous dire. Donc ici, c'est par rapport à cela. Vous voyez ici 1,82, log décimal de Reynolds, moins 1,64. Elle est appelée Filonenko. Une deuxième référence, Filonenko, 1,64. Très bien. Donc on se dit, c'est l'équation de Filonenko. On continue. Idem. Filonenko, 0,79, c'est normal, c'est un log népérien. 1,64. Donc on se dit, ça doit être celle-là. Idem. Filonenko, 1,64. Filonenko, 1,64. Je continue. Et là, dans une publication, on voit les deux relations. Celle de Filonenko, ce n'est pas 1,64, c'est 1,50. Et celle de Petukov, 1,64. Donc de là commencent les problèmes. S'agit-il de Filonenko ou bien celle de Petukov? Et en fait, ce qui m'a permis de trancher par rapport à tout ce que vous avez vu, puisque ce sont des publications qui ont été, je ne vous ai pas montré les dates, mais certaines d'entre elles sont très récentes. « 2013 ». 2022, 2011, 2012, 2017 et la dernière,
Très 45 pages. Hein. Je ne sais pas. Bon, bref. Voilà ce qui m'a permis de trancher. J'ai pu télécharger la version anglaise de l'article de Petukov. Et si on va en page 523, voici l'article de Petukov, Heat Transfer and Friction in Turbulent Pipe Flow with Variable Physical Properties. Si vous avez en page 23, juste après cela, qu'est-ce qu'on voit? Ben, on voit la première équation de Petukov, et il se l'attribue, sans signaler que c'est celle de Filenkov, parce que Filenkov n'aurait pas pu la produire, celle de Filenkov a été produite en 54, et son équation à lui. Donc en fait, c'est ça ce qui m'a permis de trancher, mais sans être justement complètement sûr de moi, sans aucune conviction. Il se pourrait que je me trompe. Donc si la difficulté est la suivante, je n'arrive pas à télécharger les articles russes ni allemands. Je peux avoir tout ce qui est dans la base Sciences Directes, je peux l'avoir, mais le reste, je ne peux pas l'avoir. Je n'ai pas pu télécharger les articles et donc je n'ai pas pu vérifier ça. Je reviens maintenant pour ne pas trop loin, s'il vous plaît, si vous avez la réponse, que ce soit pour la relation de Blasius ou bien pour celle-là. Donc moi, j'ai appelé première équation de Petukov, c'est celle-ci avec 1,64. Et la deuxième équation que je présente, celle de Filonenko avec 1,50, c'est celle-ci. Donc voilà. Mais il est vrai que ce soit 1,64 ou 1,50, la différence n'est pas très importante. Pas du tout très importante. Donc je continue. D'abord, une petite remarque par rapport à la date. Hein. Je vais la faire dans la diapo suivante. Mais d'abord, je vais expliquer le pourquoi de cette relation qui n'est plus sous forme puissance. Elle a changé complètement. Pourquoi? On va comprendre dans un instant. Voici donc les deux autres analogies que je vais présenter. D'abord celle de Prandtl, où il considère la sous-couche limite laminaire d'un écoulement turbulent et la couche juste au-dessus, l'écoulement turbulent, pleinement turbulent. Donc il considère les deux couches limites. La sous-couche limite laminaire adjacente à la paroi, très mince, et celle au-dessus. Donc deux couches. Donc après un travail long et fastidieux, il propose ceci. Il dit globalement, voici la correction, comment est-ce qu'elle doit se présenter. 1 plus A, Prandtl moins 1. Et il propose de prendre A, d'abord initialement, il propose 5 lambda sur 8 sous la racine, 5. Plus tard en 44, il va proposer 8 et quelques. Ça va venir, donc voilà comment ce qu'on va faire. Nu 7 égale à cela. Je remplace donc f, la fonction f, par 1 plus 5 lambda sur 8 sous la racine, facteur de Prandtl moins 1, ça me donne ceci. Voici la relation de Prandtl que je ne mets pas en exergue parce que je ne vais pas l'utiliser. Je vais maintenant présenter une dernière analogie, c'est celle de von Karman. Von Karman va corriger un peu les travaux de Prandtl, puisqu'il vient après. Il tient compte de la sous-couche limite laminaire, de la couche limite pleinement turbulente et de la couche intermédiaire, buffer zone. Il va la prendre également, cette zone tampon, il va l'étudier pour pouvoir proposer une analogie beaucoup plus précise que toutes les précédentes que voici. Elle est plus compliquée. Vous le voyez bien, c'est toujours, non pas 1 mais B, une autre constante, fois Prandtl la puissance 2 tiers moins 1. Donc là voici, Petukov propose justement à cet égard deux relations. D'abord une relation très simple, c'est celle que je vais vous présenter là ici, mais qui bien sûr va comporter 10% d'erreur de dispersion par rapport aux résultats expérimentaux et une relation beaucoup plus précise, malheureusement un peu plus compliquée, que je présente ici. Donc voici dans les deux cas. Soit vous remplacez B par 1 plus 3,4 lambda, et pour le C, tout ça, et la relation sera beaucoup plus précise, ou alors, de manière plus simple, vous avez cette relation qui est entachée de 10% d'erreur ou bien d'écart par rapport aux résultats expérimentaux. Je continue. Donc, vous l'avez compris, voici comment ce qu'a fait Petukov pour pouvoir déterminer sa relation. Il s'est basé sur la relation, non pas de Prandtl, mais de von Karman,
pour proposer une relation beaucoup plus précise que toutes les précédentes. Il y a maintenant, juste une petite remarque, j'avais déjà signalé ça, le nombre de Stanton c'est Nusselt sur Reynolds-Prant ou bien Nusselt sur Peclet. Le facteur de Colburn-J que j'avais défini au tout début, c'est Nusselt, c'est en fait le nombre de Stanton multiplié par Prant à la puissance 2 tiers. Stanton multiplié par Prant à la puissance 2 tiers. Et quand vous faites le rapport du nombre de Nusselt sur Reynolds-Prant, Nusselt c'est H dimension caractéristique sur K, Reynolds ρ vitesse débitante fois la dimension caractéristique sur mu, Prant CP mu sur K, il vous reste à la fin que ceci, H sur Cp fois G, G étant la vitesse massique, c'est-à-dire ρ fois la vitesse débitante. Bien, voici maintenant la petite remarque que je voulais vous faire à propos de la date. En fait, dans certains ouvrages, vous trouverez 70, dans d'autres ouvrages, vous trouverez 58. En fait, il y a deux publications. Celle de Peturov et Kirillov, qui a été faite en russe, que je n'ai pas pu avoir, pour pouvoir vous certifier à 100% que cette relation est déjà apparue déjà en 58. Et l'article que je vous ai présenté, celui de Peturov de 70, celui-là, il est en anglais, et on le voit clairement, cette relation, apparaître. Mais dans beaucoup d'ouvrages, vous trouverez la relation de Peturov et Kirillov. Donc je ne sais pas, est-ce que dans cette relation, pardon, est-ce que dans cette publication, il avait déjà trouvé ça avec Kirillov. Juste après, enfin pas juste après, mais 6 ans après, arrive, pardon, d'abord, pas Gliński, on va voir d'abord la relation de Hausen. Donc maintenant, je vous regroupe toutes les relations en écoulement turbulent. D'abord, la relation de Hausen en 1943, que voici. Notez bien qu'elle a été établie pour un écoulement turbulent à l'intérieur des tubes. Voici comment elle se présente, faites très attention, parce qu'il y a une relation qui lui ressemble beaucoup, mais qui a été proposée beaucoup plus tard, et valable en écoulement intermédiaire et turbulent. Donc vous remarquez la forme, la voici. Il multiplie par la correction des effets visqueux, d'un point de vue variation par rapport à la température, et il inclut, il prend en compte les effets d'entrée. Donc voici une deuxième relation faite en 1959, c'est toujours celle de Hausen, qui est présentée sous cette forme-là, qui, elle, au contraire de la première, a été établie non seulement en écoulement turbulent, mais également en écoulement de transition. Il s'est basé pour cela sur les relations de Seider et Tate. Comme j'avais signalé, c'est tous les fluides sur lesquels il s'était basé. Et elle va de 2300 jusqu'à 10 puissance 6. Donc à partir de l'écoulement, la fin de l'écoulement laminaire, jusqu'à 10 puissance 6 pour des Prandtl, eux, variant de 0,6 à 1000. Pour des Prandtl variant de 0,6 à 1000. Donc quand vous aurez, vous l'avez compris, un écoulement intermédiaire, celle-là est valable en intermédiaire et turbulent. Donc on va reprendre celle-ci. On va reprendre cette relation. Donc je continue. J'ai oublié de le dire, désolé, je crois que je l'ai dit oralement, mais je ne l'ai pas rappelé. Oui, ici, comme j'ai dit, Prandtl propose de prendre A égale à 5 lambda sur 8 à la puissance 1,5. En 1944, il propose plutôt 8,7, de prendre 8,7. Cette analogie de Prandtl est également appelée l'analogie de Prandtl, mais également Taylor. Prandtl-Taylor. C'est comme si tous les deux, comme pour ce qui s'est passé pour Navier-Stokes, tous les deux ont travaillé de leur côté et ont abouti à la même relation. Donc je continue. Voici ce qu'il faut garder en tête. Le coefficient de perte de charge linéaire, à savoir le facteur de Darcy, il est égal à 4 fois F, F étant le coefficient de frottement pariétal. On l'appelle également le coefficient de Fanning. Comment passer du log népérien au log décimal, c'est une remarque 2. Et on peut toujours présenter la relation, la première équation de Petukov sous cette forme-là. Bien, c'est celle-ci. C'est-à-dire, au lieu d'avoir ça, je peux considérer 0,79 log de Reynolds sur 8 pour retrouver ça. Bien, la deuxième relation qui a fait son apparition en 76, parfois on trouve 75, pareil, article en russe et article en anglais, c'est celle de Gliński. Elle est plus pointue, beaucoup plus précise, parce qu'elle, justement, elle balaie l'écoulement de transition
l'écoulement de transition, comme ceci. Donc on a remarqué que Hausen, pour pouvoir proposer cette relation, pour pouvoir avoir la diminution de l'écoulement laminaire, ensuite la remontée et la diminution, il a choisi de prendre Reynolds moins une certaine constante. Cette constante est ajustable en fonction des données. Et pour le cas de Glinski, c'est 1000. Donc ça sera Reynolds moins 1000 pour tenir compte de la transition. Puis, pour pouvoir tenir compte de la longueur d'entrée, c'est-à-dire pour tenir compte de l'établissement, l'écoulement n'est pas établi d'un point de vue hydrodynamique également, il va multiplier, pareil, par 1 plus, ça va venir dans un instant, pas ici, je vais le faire tout à l'heure pour les corrections. Donc, qu'est-ce que je pouvais dire à propos de ça? Donc, voici maintenant la relation de Glinski qui est celle qui est le plus précise, c'est la relation la plus précise jusqu'à présent. Elle dépasse de loin toutes les premières relations, et c'est celle qu'il faudrait utiliser pour pouvoir mener à bien ce travail de dimensionnement si on se base sur les corrélations. Bien, je continue. Ces relations que je vous ai présentées, je peux toujours les mettre sous la forme des équations type puissance, comme celle-là. Voici par exemple, pour Glinski, voici comment ce qu'elle pourrait devenir si l'on voulait avoir des puissances. Les voici. Mais ce n'est pas très intéressant pour nous. Tout ceci, c'est juste pour vous dire que dans la littérature, vous trouverez des possibilités de transformer ces fameuses équations en les rendant de type puissance comme celle de Seider-Tate et compagnie. Donc continuons pour pouvoir toujours mener à bien et rendre cette équation beaucoup plus précise et beaucoup plus pointue. Nous avons donc maintenant à corriger cette équation d'un point de vue effet d'entrée et d'un point de vue variabilité de la viscosité entre la paroi et l'écoulement moyen. Pour cela, donc la première correction en bleu, c'est ce bleu, je vais prendre exactement ce terme-là et le mettre ici, donc on va faire ceci. Voici la première correction que Glinski propose pour pouvoir affiner sa corrélation. En revanche, pour ce qui est des effets de température sur la viscosité dynamique, il propose de multiplier non pas par le rapport des viscosités mu sur mu pariétal, mu de la paroi, mais plutôt par le rapport des nombres de Prandtl, comme ceci, à la puissance 0,11. À la puissance 0,11. En fait, le nombre de Prandtl est Cp mu sur K. Cp mu sur K. La chaleur spécifique à pression constante et la conductivité thermique ne sont pas très sensibles aux variations de la température comme l'est la viscosité. C'est pour ça qu'en fait, ce rapport peut être remplacé par le rapport des viscosités. Donc pour être précis, vous ferez ça, mais ça vous demandera beaucoup plus de calcul parce qu'il faudrait que vous ayez, quand vous avez la température de la paroi, estimer la chaleur spécifique à cette température et la conductivité thermique et bien sûr la viscosité dynamique, ou alors vous prenez simplement ceci. Donc c'était juste pour vous dire que pour rendre son équation beaucoup plus précise, Glinski propose de multiplier son équation originelle par le rapport des nombres de Prandtl. Continuons pour clôturer cette partie-là. Qu'est-ce que c'est que ça? Oui, c'est ce que je vous disais. Dans d'autres ouvrages, par exemple Lienhard, il propose tout simplement, comme je l'ai dit, de multiplier, non pas par le rapport des nombres de Prandtl, mais le rapport des nombres de Nusselt. Et pour cela, je ne vais pas trop m'étaler dessus. Vous allez dans l'ouvrage et vous trouverez, par exemple, les puissances ne sont pas plus égales à 0,14. Hein. C'est 0,11 en chauffage et 0,25 en refroidissement quand il s'agira de liquide. Hein. Pour les gaz, quand c'est bien sûr en chauffage, parce qu'en refroidissement, nous avons dit c'est 0. Pour les gaz, il prendra une puissance R égale à 0,47. 0,47. Vous verrez tout ça si vous en avez besoin dans cet ouvrage et dans d'autres également, en page 361. Et également, il propose toujours, le Lienhard, de prendre, enfin, vous avez vu ici, il n'y a pas les effets de la paroi, c'est-à-dire si la paroi est rugueuse, comment fait-on? Vous choisirez une relation qui fait apparaître la rugosité relative, c'est-à-dire la hauteur des aspérités sur le diamètre de la conduite. Il vous suffit de prendre une relation disponible dans la littérature pour pouvoir tenir compte de la rugosité de la paroi. Alors, pour clôturer, je pense, j'espère,
cette première partie. Alors pour clôturer, il faut savoir qu'en janvier 2015, sur Scopus, il s'avère que c'est la relation de Seider-Etet qui est le plus utilisée. Bizarrement, la plus précise vient en dernier. Il y a d'abord la relation de Seider-Etet, très très largement utilisée, jusqu'à présent. Par exemple, elle est citée 722 fois. Elle est suivie de près, enfin pas de près, mais elle est suivie par la relation de Petukov. Elle vient en deuxième position, avec un nombre de citations égal à 479. Puis vient celle de Chilton-Colburn. Enfin, Colburn, celle qui se base sur l'analogie de Chilton-Colburn. Elle est citée 345 fois. Puis, celle de Colburn. Colburn, elle est citée 262 fois. Pardon, est-ce qu'elle est Colburn, elle est là. Je n'ai pas présenté celle de Chilton-Colburn, pardon. Celle de Colburn, 262 fois. Et enfin, pardon, il y a la relation de Dietus. Parce que les Dietus, elle est quatrième. Elle est citée 117 fois. Et enfin, la plus précise, c'est qu'elle devait être utilisée largement. Elle n'est citée que 87 fois. Ça, ce sont les relations de Scopus de 2015. Le classement de Scopus de 2015, où il nous montre clairement que ce Seider-Etet est toujours celle qui trône à la première place dans le nombre de citations. Et ce n'est pas du tout Glinelski. Une fois que cette remarque a été faite, je vais m'arrêter là, parce que cette séance a duré trop longtemps. J'entamerai la séance prochaine, la transition et le laminaire. On verra le laminaire et l'écoulement de transition. Pour l'instant, je m'arrête là. On verra ça la séance prochaine en temps voulu. L'écoulement de transition, enfin, ça va venir rapidement. Il est préparé et tout. D'ici là, prenez soin de vous, portez-vous bien. Désolé que la séance ait pris beaucoup trop de temps. N'oubliez pas, je voulais que cette séance serve également aux étudiants de la troisième année, pour lesquels je présente des corrélations, pour pouvoir, pour qu'ils puissent avoir un support également. Bien, prenez soin de vous, comme je l'ai dit, et à très vite. Au revoir.